Au sommaire de cette édition, élection en Sierra Leone, le candidat du parti au pouvoir, Samura Kamara, a terminé sa campagne électorale à Makeni, fief de l'APC. Attaque à Ouagadougou au Burkina Faso, les présidents du Niger et du Togo sont arrivés dans le pays ce lundi pour témoigner de leur solidarité au Burkinabé, toujours sous le choc de ces attaques. Et puis au Togo, la société civile s'apprête à enregistrer un nouveau mouvement dénommé Do No Harm pour prôner la culture de la paix et du développement. Merci de toujours préférer Sika TV pour vous informer. À toutes et à tous, bonjour et bienvenue. En Angola, Isabel dos Santos a démenti ce lundi tout détournement de fonds lorsqu'elle dirigeait la compagnie pétrolière publique Sonangol. La fille de l'ex-président angolais José Eduardo dos Santos, qui fait l'objet d'une enquête sur de possibles détournements de fonds à la Sonangol, estime que ces accusations sont totalement infondées. Des précisions à travers cet élément. Dans un communiqué de presse rendu public, Isabel dos Santos, fille de l'ex-président angolais José Eduardo dos Santos, a fait part de son indignation totale devant les accusations à son encontre et l'équipe qui était à l'époque à la tête de la Sonangol. Elle est accusée de détournement de fonds lorsqu'elle dirigeait la compagnie pétrolière publique. Le 28 février dernier, le nouveau PDG de l'entreprise, Carlos Saturnino, a dénoncé la mauvaise gestion de son prédécesseur et pointé du doigt des opérations légalement douteuses. 2 jours plus tard, la justice angolaise a annoncé l'ouverture d'une enquête sur de possibles détournements de fonds à la Sonangol. Estimant que les accusations de détournement étaient totalement infondées, Isabel dos Santos a dénoncé une croisade, selon elle, encouragée par les partis d'opposition dans le but de salir son nom. Elle a en outre ajouté qu'elle allait engager des poursuites judiciaires à l'encontre du nouveau PDG de l'entreprise en réponse à ces allégations jugées diffamatoires. Considérée comme la femme la plus riche d'Afrique par le magazine américain Forbes, Isabel dos Santos a été limogée de l'entreprise nationale en novembre dernier par le nouveau président angolais João Lourenço. Soupçon de corruption dans le secteur du pétrole au Nigeria. L'ouverture du procès des compagnies pétrolières Eni et Shell, prévue ce lundi à Milan, dans le nord de l'Italie, a été renvoyée au 14 mai prochain. Les détails. 15 personnes physiques et morales figurent parmi les prévenus, dont le groupe italien Eni et son homologue anglo-néerlandais Shell. Sont également jugés l'actuel patron d'Eni, Claudio Del Calzi, son prédécesseur Paolo Scaroni, d'autres dirigeants et cadres des 2 groupes, ainsi que l'ex-ministre nigérian du pétrole, Dan Etete. Mais aucun d'eux n'était présent lundi. Le dossier a été transféré à la 7e section pénale avec un début de procès prévu le 14 mai. Le président de la Chambre a expliqué cette décision par une surcharge de travail de la 10e section pénale et aussi pour éviter des délais trop longs. En effet, la justice soupçonne le versement de pots de vin lors de l'attribution en 2011 pour 1,1 milliard d'euros d'une licence pour l'exploration du bloc pétrolier offshore OPL 245. Eni et Shell ont conclu la transaction avec le gouvernement sans l'implication d'intermédiaires. Les 2 interpellés contestent fermement toute corruption. L'accord passé avec le gouvernement nigérian visait à mettre fin à des années de contentieux autour de ce bloc entre Shell et la compagnie Malabu appartenant à Dan Etete. L'ancien ministre du pétrole sous le régime du dictateur Sani Abacha s'était attribué ce bloc en 1998 en la vendant à une société qu'il détenait secrètement. La licence avait été ensuite révoquée par le gouvernement puis cédée à Shell, puis de nouveau à Malabu, donnant lieu à un important litige. J'en parlais en titre, en Sierra Leone, c'est la dernière ligne droite pour les candidats à la présidence à quelques heures de la fin de la campagne électorale. Samura Kamara, le candidat de l'APC, le parti au pouvoir, finit sa campagne dans la ville de Makeni, fief du parti. La Sierra Leone en paix depuis 16 ans s'apprête à vivre mercredi des élections présidentielles et législatives avec l'espoir
d'entamer enfin son décollage économique entravé par une épidémie d'Ebola et une corruption toujours endémique. Désigné comme candidat par son parti l'APC, l'ancien ministre des Affaires étrangères Samora Kamara, qui gravite dans les coulisses du pouvoir depuis les années 1990, a achevé sa campagne électorale à Makeni, fief de l'APC. Nous savons exactement ce que nous avons à faire pour faire avancer le pays. Nous savons ce que nous devons faire en termes d'infrastructures, en termes de santé, de secteur privé, de développement d'éducation. Donc nous nous mettrons immédiatement au travail. Je suis son plus grand héritage. Je dois continuer ce qu'il a commencé, le chemin qu'il a tracé, poursuivre le travail. Nous avons une vision à long terme pour la Sierra Leone. Nous voulons en faire un pays à revenus intermédiaires. Il a plus d'expérience que tous les autres candidats réunis. Il a travaillé pour ce pays pendant 25 ans. Quelques 3,1 millions d'électeurs sont appelés à choisir parmi 16 candidats dont 2 femmes, le successeur du président Ernest Bai Koroma, qui ne peut plus se représenter après 10 ans de pouvoir. Ils devront également élire les 132 députés de ce petit pays anglophone d'Afrique de l'Ouest. Attentat à Ouagadougou la semaine dernière, la police scientifique travaillait toujours ce lundi sur les lieux du drame à Ouagadougou. 2 présidents ouest-africains ont fait le déplacement pour témoigner de leur solidarité au Burkinabé, toujours sous le choc de ces attaques sans précédent. Le président nigérien et le président togolais Faure Gnassingbé ont effectué une courte visite de moins de 3 heures à Ouagadougou. Avec leur homologue burkinabé Roch-Marc Christian Kaboré, ils se sont rendus sur les lieux des attaques de vendredi dernier, l'ambassade de France et l'état-major général des armées burkinabé. À cette occasion, le président du Niger, Mahamadou Issoufou, a réaffirmé ce lundi la solidité de l'Alliance des pays sahéliens avec la France contre le terrorisme. Nous sommes venus exprimer la solidarité de l'ensemble des peuples du G5 Sahel au peuple du Burkina Faso. Et en même temps, profiter de l'occasion pour réaffirmer notre volonté commune de continuer sans relâche, sans répit, le combat contre le terrorisme et le crime organisé. Le président togolais a quant à lui insisté sur l'importance d'une mise en action rapide de la force du G5 Sahel, qui est une alliance de 5 pays, le Niger, le Tchad, la Mauritanie, le Burkina Faso et le Mali. Le terrorisme est un phénomène international qui frappe n'importe où, n'importe quand. Aujourd'hui, c'est Ouaga, demain ça pourrait être une autre ville. Donc, nous devons tout faire pour renforcer la coopération. Car seul, on ne peut pas combattre le terrorisme. C'est ensemble que nous pouvons défaire définitivement ces malfaiteurs. Cette double attaque simultanée sans précédent au Burkina Faso a fait 7 morts et plus de 80 blessés parmi les forces de l'ordre, particulièrement touchés par l'explosion d'une voiture piégée dans l'enceinte de l'état-major qui a dévasté les bâtiments. Allons à présent au Togo où la société civile s'apprête à enregistrer un nouveau mouvement pour prôner la culture de la paix et du développement. Dénommé Do No Harm, le projet a été présenté à Lomé au public et à la presse nationale et internationale. Ferdinand Gadé, notre correspondant à Lomé, était présent. Voici son compte rendu. Do No Harm, c'est le nom d'un nouveau mouvement apolitique prônant la paix que la société civile togolaise va enregistrer d'ici peu. Les initiateurs viennent de lancer la mobilisation autour du projet. Un collectif des organisations de la société civile pour une diplomatie non gouvernementale qui a mis sur pied ce concept, donc ce projet de Do No Harm ou agir pour bâtir la cité dans la paix. Les objectifs qu'on a poursuivis aujourd'hui, c'est de lancer ce mouvement. Do No Harm, littéralement, si on le traduit de l'anglais, c'est ne pas nuire à autrui. Et nous avons lancé ce concept aujourd'hui devant 300 membres qui sont des associations venant des syndicats
venant aussi des taxis-motos, venant aussi des artistes, venant aussi des universitaires, des médias. Et nous avons mis ça pour pouvoir vous dire que désormais, au Togo, nous allons lancer ce mouvement-là, Do No Harm, pour apprendre nos concitoyens à ne pas nuire à autrui dans leur acte quotidien. Le projet Do No Harm, selon les initiateurs, s'installe dans toutes les contrées du Togo pour l'atteinte de ces objectifs. Nous allons tenir compte de toutes les suggestions qui ont été faites dans la salle, donc dans un premier temps, pour réajuster le projet. Donc ensuite, nous devons passer aux phases régionales. Donc, parce que maintenant, nous devons aller au niveau de chaque région donc, pour pouvoir implanter le projet. Un mouvement qui prône la culture de la paix et celle du développement au Togo dans le contexte actuel où le pays traverse une crise pour laquelle un dialogue de sortie est en cours, doit normalement recevoir l'adhésion de tout le peuple selon les responsables du projet. Pour finir, parlons de la Journée internationale de la femme. Comme tous les ans, la célébration sera effective le 8 de ce mois à travers le monde. Par anticipation, nous vous proposons le portrait de quelques braves femmes qui se battent pour leur autonomie. On les retrouve dans des professions traditionnellement réservées aux hommes. Au début, ce n'était pas facile parce que tu voyais des clients qui allaient dans d'autres garages. Ils demandent leur panne, on leur dit par exemple vous avez un problème de compression. Après ils viennent chez nous pour comparer, pour savoir ou bien pour tester est-ce que réellement nous on peut réparer. Mais de nos jours, bon les gens ont confiance mais au début c'était pas facile. Moi j'invite toute femme à embrasser ce métier parce que c'est un métier noble et qu'il ne faut pas en avoir peur. C'est un métier comme tout métier. C'est de l'expérience, il faut apprendre, il faut y croire. Mes professeurs me demandaient ce que je voudrais être en devenant adulte. Je leur disais que je voulais être docteur, mais ça n'a pas marché. Alors je suis devenue chauffeuse de Matatu. Les problèmes que je rencontre dans mon métier d'aide-maçon est que les autres se moquent de moi et ça me met mal à l'aise. Que les hommes arrêtent de nous maltraiter. Je ne suis pas payée comme les hommes. On me paye environ 1,62 € par jour. Plus précisément, je voulais occuper un emploi qui va créer quelque chose. Et je suis maintenant dans un emploi qui crée des infrastructures, des installations et des emplois. Alors, c'est formidable. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. À bientôt.